ça? Ah, merci. Il faut un casque ou quoi? Non, non. T'es sûr que j'ai entendu ce que tu dis? Je vais hurler. Ok. Bonjour, je suis le numéro 2. Alors, les amis, nous avons Juju Cardass avec nous. Comment vas-tu? Bonjour, monsieur Strutter, ça va et toi? Ça va très très bien. Bah, on se voit tous les week-ends maintenant. Bah ouais, bah tu fais quoi le week-end prochain? Bah, je sais pas. Je viens chez toi pour des Cardass Gundam. Ouais, viens. Bon, je travaille le week-end prochain malheureusement, mais on remettra ça une prochaine fois. Donc, les cartes, c'était Grande Passion. Donc, je suis venu au PCS. Ah, par contre, je t'entends mal, donc je vais peut-être me rapprocher. Ouais, alors attends. Ça te dérange pas? Ouais, on va tourner le setup. Vas-y. Et parle plus fort dans le micro, peut-être. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde. Il faut que je parle plus fort pour que tu m'entendes. Ouais. Alors, donc tu es passionné de cartes. Exactement. Hop, on va virer ça du cadre. Ah. On y arrive. Et donc tu es venu faire des enquêtes? Pas du tout, je suis venu uniquement pour voir peu de cartes et 2-3 autres copains. C'est gentil. Voilà. Est-ce que toi, donc il y a beaucoup de sport US, il y a un peu de TCG, est-ce que tu as quand même vu des trucs qui t'intéressaient? Ah, absolument pas, c'est vraiment pas. Ouais. J'ai vu, il y a un stand à l'entrée qui vont des cartes Dragon Ball plus ou moins anciennes. Ouais, c'est Tic Tac Game ou ouais, Tactic Games. Ça doit être ça, ouais. Et en fait, il y a des cartes qui vendent extrêmement cher, alors que c'est que des rééditions 2016. Et des cartes version américaine qui existent en japonais à la base, qui vendent aussi très cher. Donc, d'accord. C'est rigolo de voir ça, quoi. Ouais, il y en a, mais bon. C'est difficile aussi à trouver, donc je sais pas trop, moi j'en trouve facile, mais bon, tu sais, pour les gens qui connaissent pas, ils voient ça en classeur, bon, bah écoute, je lâche 20 balles pour une carte. D'accord. Et donc tu penses quoi de l'événement jusque-là? Bah écoute, par rapport à l'année dernière, bah, là en fait on est dans un parking, donc c'est un peu oppressant, même si ça va quoi, mais bon, c'est vrai que c'est pas la même ambiance que l'année dernière. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a peut-être, je sais pas s'il y a plus de monde que l'année dernière, mais en tout cas je trouve les stands un peu moins accessibles, mais peut-être parce qu'ils ont moins de temps à me consacrer, parce que y a plus de monde. Ouais, c'est possible. Moi j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de monde que l'année dernière. Après c'est mon ressenti. Peut-être que les gens aiment bien les parkings, hein, plus que les stades de foot. Après, au niveau de la destination, c'est plus accessible que l'année dernière. Ouais, c'est un peu excentré, ouais. Ouais, l'année dernière, c'était un peu excentré. Là, c'est en plein Paris. Donc, voilà. Ok, c'est cool. Mais je te remercie pour cette interview. Ouais, avec plaisir. Ce fut bref, mais agréable. Ouais, mais parle-nous. Non, avant de partir, parle-nous des Cardass Gundam, de ce que tu collectionnes. Ok, bah, allons-y. Donc pour la petite histoire, en 1979, il y a la série animée Mobile Suit Gundam qui sort, et donc du coup c'est un immense succès au Japon. C'est un film d'animé, enfin c'est une série animée sur en gros un truc un peu space opéra avec des sortes d'immenses robots dans lesquels les gens vont pour combattre, un peu comme Goldorak, quoi. C'est des mechas en fait, Ouais, c'est ça, c'est des mechas, c'est ça exactement. Et en fait, bah, suite à ça, ils ont fait une version film, mais à partir des épisodes. Donc en gros, ils ont découpé les épisodes pour faire 3 films à l'époque. Et en fait, ça a fonctionné hyper bien. Il y avait du coup un magazine spécialisé qui tous les mois donnait un peu toutes des nouveautés, des informations sur la licence Gundam. Et en fait il y avait un coin dont il y avait des pages, les dessins des lecteurs. Et en fait il y a un gamin de 13 ans je crois à l'époque qui était hyper fan du truc et qui a commencé à envoyer des dessins, mais en fait en version SD. Donc SD, ça veut dire super deformed. Donc en gros version un peu rigolote, un peu cartoon, des Gundam.
Et en fait, ça a tellement plu au sein du magazine de la région qu'en fait, le gamin, quand il avait genre peut-être un an plus tard, quand il avait 14-15 ans, ils lui ont proposé en fait de rejoindre le magazine pour une rubrique permanente. Et en fait, à partir de ça, en 85 ou 86, du coup, quand Bandai et le Sunrise qui est derrière la licence Gundam, en fait, ils se sont dit, bah tiens, le SD c'est trop cool. En plus, c'est un truc qui commençait à être à la mode là-bas au Japon. Donc, du coup, en fait, ils l'ont embauché, ce mec-là, donc Koji Yokoi. Ils l'ont embauché en fait pour devenir l'illustrateur officiel de SD Gundam. Et à partir de ça, du coup, ça a hyper bien fonctionné dans les cours de récré, etc. Donc, il y a des stickers qui ont commencé à sortir en 86. Et en fait, en 88, quand Bandai a commencé à sortir les Cardass, pourquoi Bandai a commencé à sortir les Cardass en 88 ? Déjà parce que en fait, ils sont inspirés de plusieurs choses. Déjà, ils sont inspirés des cartes à collectionner américaines qui fonctionnaient bien au Japon, surtout les cartes de baseball. D'accord. Parce que en fait, le baseball, c'est le sport national au Japon. Enfin, peut-être aujourd'hui, peut-être un peu moins, mais en tout cas à l'époque, c'était hyper important. Et donc, ils sont inspirés de ces cartes-là. Ils sont inspirés aussi d'une série de stickers qui avait commencé en 77, je crois, qui s'appelle Bicoliman. Donc en gros, c'était un petit sticker carré qui était offert avec une gaufrette au chocolat. Et en fait, dans ces stickers-là, à partir du début des années 80, il y a eu une série de stickers intitulé Devil versus Angel, où en gros il y a des sortes de personnages inspirés un peu des dieux de différentes mythologies. Donc il y a le personnage central, c'est Super Zeus par exemple, qui lui est vraiment le personnage plus important. Et en fait, dans ces stickers-là, ils ont commencé à sortir des cartes prisme. Donc en fait, le prisme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'effet brillant avec des petits losanges, etc. Et ils ont sorti aussi des cartes un peu holographiques qui s'inspiraient. En fait, ils ont récupéré la technologie qui à l'époque était utilisée sur les cartes bancaires pour en fait montrer que c'était une vraie carte bancaire. Et donc ils ont récupéré cette technologie. Enfin, bref, ce Bicuriman était un peu le précurseur en effet brillance, etc. Et donc du coup, Dai s'est inspiré du coup des cartes de sport et des Bicuriman pour faire des effets de brillance. Et en fait, pourquoi en 88 sortir cette collection de cartes ? Parce qu'en fait, c'était voilà, c'était vraiment en plein boom des séries animées pour enfants. Sauf qu'à l'époque, du coup, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien du tout. Et donc, du coup, les gamins, en fait, ils n'avaient aucune info sur leur personnage préféré. Ils ont dit, on va sortir une collection de cartes sur lesquelles il y aurait des infos. On va mettre les infos comme on a fait pour en fait, les cartes de sport à l'origine. C'est ça. C'est pour avoir les codes des joueurs. Et là, du coup, ils ont fait la même chose au Japon avec les robots. Voilà. Exactement, et en fait, ils sont dit de tout, on va mettre le nom des personnages, on va mettre leur puissance, d'autres informations, la taille des robots. Et le format panoramique comme ça des cartes, c'est un format très japonais ou c'est en fait, c'est vrai qu'à la base, les cartes de sport, elles sont plus format portrait. Et en fait, les Cardass, à la base, c'était surtout format horizontal. Ça, j'ai pas trop d'explications, mais je pense parce que c'était plus histoire d'avoir un joli décor derrière. On est d'accord qu'au niveau taille, c'est un peu plus petit que les cartes. C'est un peu plus petit, ouais, tout à fait. C'est un peu plus petit. Alors ça, au niveau taille, je sais pas du tout comment ils sont débrouillés à l'époque, mais en tout cas, en 1988, ils ont sorti du coup les Cardass. Et à l'époque, il y avait comme licence, les toutes premières licences de Cardass, il y avait du coup SD Gundam, il y avait Dragon Ball, il y avait Senseiya, il y avait une sous-licence de Ultraman qui s'appelait Ultra Monster, je crois, et une 5e licence qu'on a avec des copains qu'on a découvert il y a pas longtemps. On s'est retrouvé des Cardass de 1988 qu'on connaissait pas du tout, avec des sortes de personnages qui ressemblent un peu à des sortes de samouraïs en SD, mais j'ai pas forcément cherché le nom, je l'ai pas en tête, mais voilà. Et donc du coup, Bandai a sorti du coup les premières Cardass en 1988 avec cette licence, et puis ça a super bien fonctionné. Pourquoi ça s'appelle Cardass ? Parce qu'en fait, ils se sont inspirés de bornes météorologiques qui à l'époque étaient très fréquentes au Japon, qui s'appelaient les Amedas. Donc en fait, les Amedas, c'est
le diminutif de je sais plus quoi, mais en gros il y a le mai, ça va être le mai de météo. Et en gros, du coup, c'était des bornes météorologiques où les gens pouvaient consulter la météo sur des bornes. Et en fait, du coup, ils se sont dit, bah, c'est trop cool, on va faire des bornes pour distribuer nos cartes. Et donc, du coup, ils ont sorti les vending machine Cardass. Donc, du coup, le DAS, il vient de la médasse du truc météo et du coup, card pour la carte. D'accord. Et du coup, c'était des distributeurs où on mettait 20 yens, on tournait une molette et puis il y avait une carte qui sortait. Ok. Ouais, super. Voilà, et puis bon, après, bah, ça a fait ce qu'on a connu sur les Cardass, où ça a super explosé, ça a duré, les Cardass initiales originales ont duré jusqu'en 1988, puis après 98, et ensuite Bandai s'est beaucoup inspiré de des cartes Magic et d'autres de trading cards pour sortir d'autres formats, etc. Et puis, puis voilà quoi. Et faut dire que toi, tu fais partie du Cardass Social Club. En fait, c'est une sorte de groupe de collectionneurs de Cardass. Tout à fait. Donc, nous, en fait. Faites des pubs, hein, c'est le moment. Ouais, bah, c'est le moment. Donc, en gros, nous, on est un groupe de collectionneurs où on est, enfin, un collectif, un bande de potes, en fait, de collectionneurs. On s'est rencontrés à partir de 2007 sur un forum, le forum qui s'appelait DBZ Collection. Donc, en fait, dbzcollection.fr, c'est en fait la référence mondiale des cartes Dragon Ball. Donc, en gros, c'est le site qui recense le plus de cartes Dragon Ball au monde. C'est-à-dire qu'il y a même des japonais. Ça n'a rien à voir avec Adali.fr, c'est toi ça? Adali.fr, c'est mon blog perso où j'écris des articles sur différents sujets liés aux cartes. Et en gros, DBZ Collection, du coup, c'est le plus gros site au monde où du coup même des vont pour aller voir les cartes parce qu'ils n'ont pas de site au Japon qui recense toutes les cartes. Et en fait, à partir de 2008, ce site-là, en fait, qui à la base présentait juste toutes les cartes, à partir de 2008, en fait, il y a eu une nouvelle version où on pouvait du coup se créer un compte et cocher nos cartes et donc du coup voir un peu combien de cartes on a, etc. Et donc en parallèle de ça, le site a été lancé en 2003. Donc, il fait ses 20 ans cette année. Et en parallèle de ça, en 2005, il y a un forum qui a été créé. Et moi, je l'ai rejoint en 2006. Mais j'ai surtout fait dessus à partir de début 2007. Et en fait, sur ce forum, on a commencé à... déjà, des gens que tu voyais souvent leur dos, tu discutais avec eux sur le forum, etc. Mais je pense que c'est comme ça que tu as connu Greg, quoi, sur le forum. Moi, c'est sur Facebook. En fait, j'ai commencé à collectionner les cartes de sport. Je me suis retrouvé sur Facebook, sur des groupes de collectionneurs. Et voilà. Ouais. Et donc, je pense que ça peut le même cheminement. Ouais. Sauf que toi, à l'époque, il y avait une quête aussi de référencer toutes les cartes Dragon Ball, parce que vous n'aviez pas de checklist. En fait, vous saviez pas exactement la quantité ou les... En fait, ce qu'il faut savoir pour les Cardass, c'est que c'est assez simple parce qu'en fait, généralement, les collections sont divisées en parts. En fait, une part, c'est une session de sortie, ça peut être l'équivalent d'une box d'une saison pour quel soir. Sauf qu'il y avait pour une collection, il y avait 3 ou 4 parts par an, genre une partie trimestre. Et en fait, chaque part était plus ou moins composée de 42 cartes avec 6 brillantes. Donc, c'était pas compliqué. Surtout, Bandai a sorti en 95, je crois, deux artbooks. Qui s'appelle Perfect File, volume 1 et volume 2, qui recense en fait toutes les Cardass Dragon Ball sorties à l'époque. D'accord. Donc c'était ça allait, mais en fait il y a des collections parallèles d'autres éditeurs où on n'avait pas, et donc du coup le créateur de DBZ Collection qui s'appelle Yin, lui à l'époque en fait il a vu qu'il n'y avait aucun site internet qui recensait toutes les cartes et donc du coup il a commencé à scanner toutes ces cartes et en fait pour vraiment voir l'investissement l'investissement qui s'est donné. C'est ça, il y a un travail incroyable. Il y a un travail incroyable et puis surtout en Cardass il y a des cartes en fait qui sont des double prismes ou reverse prismes. En gros tu décolles les cartes et une fois qu'elles sont décollées du coup elles s'abîment quoi. C'est ça, elles s'abîment. Enfin tu peux forcément les recoller mais ce sera jamais pareil. Et lui il a décollé les cartes de sa collection juste pour avoir les visuels quoi. Donc vraiment il est allé à fond et en fait grâce à ça en fait des générations de collectionneurs dont moi en fait on avait déjà le travail pré-mâché où on savait tout ce qu'il y avait. Et en fait c'est un peu le même travail qu'on fait que lui sur d'autres licences japonaises. Donc
2013, on a sorti un site enfant des BZ Collection qui s'appelle Anime Collection, donc avec d'autres potes qu'on a rencontrés sur le forum. En fait, on a demandé du coup à Yin de nous partager le template de son site. Et à partir de ce template, en fait, on a créé animecollection.fr fin 2013. Et c'est là que tu vas retrouver les cartes d'Astelor. C'est ça, ouais. Et en fait, du coup, on s'est mis à scanner toutes les cartes de nos collections de Cardass autres que Dragon Ball. Je suppose qu'il y a des Cardass pour à peu près tous les mangas, enfin les. Ouais, c'est ça. En fait, à l'époque, dès qu'il y avait Jeanne et Serge, Ranma 1000. Alors Ranma 1000, oui, Jeanne et Serge, non, parce que c'est plus ancien. Oui, d'accord, ok. On va dire tout ce qui a commencé à partir de, enfin tout ce qui était à la mode plus ou moins à partir de la fin des années 80 a eu sa collection de cartes, que ce soit Shanghai ou pas. Il y a eu des jeux vidéo qui ont eu leurs cartes. Etc. Quoi. Et donc du coup sur Anime Collection, nous on a mis tout ce qui est cartes de jeux vidéo, tout ce qui est cartes d'anime, de manga, mais on va dire avec tout ce qui vient du Japon. C'est-à-dire qu'en gros on a des cartes françaises, mais des cartes françaises Sailor Moon par exemple, ou d'autres licences, Donkey Kong, Super Mario, mais des trucs qui à la base viennent du Japon. Par contre, ce qu'on n'a pas mis, les cartes Pokémon, parce que les cartes Pokémon, en fait, les Cardass Pokémon, il y a eu des Cardass Pokémon, ça on les a mis, je pense. Par contre, tout ce qui est cartes Pokémon, les cartes que tout le monde connaît, ça ne s'est pas mis parce qu'il existe déjà des milliards de sites qui en parlent et ça sert à rien d'en parler, quoi. Alors, dans le chat, on me demande l'invité porte quel maillot? Alors, je porte le maillot de la saison 1993 de G-League du club de Yomiuri Verdi, enfin ou sinon Verdi Kawasaki. Yomiuri en fait c'était la marque qui possédait, l'entreprise qui possédait le club. Ouais, c'est une équipe japonaise, exactement. Comment? C'est une équipe japonaise. C'est une équipe japonaise de G-League, donc du coup de la saison 93. Enfin, après, ça peut être saison 93 ou 94 parce que les deux saisons ils avaient le même club, enfin le même maillot. Et en fait, c'est le club qui ensuite s'est transformé en FC Tokyo au début des années 2000. Tu collectionnes aussi un peu le football. Hein. Comment? Tu collectionnes un peu aussi le football. Surtout le football japonais de 1993 à 1995. D'accord. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, 1993, il y a quelques semaines, on a fêté les 30 ans du football professionnel au Japon, donc les 30 ans de la J-League. Et en fait, le tout premier match de J-League, c'est tous les Yomiuri Verdi contre les Yokohama Marinos, avec une défaite des Yomiuri Verdi, mais le Verdi à la fin de la saison a remporté le titre. On te félicite pour ton beau maillot. Ah bah c'est gentil celui-là, ouais, en plus je l'ai importé du Japon, il m'a coûté bien cher. Et c'est la première fois de ma vie que je le porte, parce qu'en fait le truc c'est que... Tu l'as sorti pour une grande occasion. Exactement, parce qu'en fait le truc c'est qu'il est tellement fragile que je me dis mais comment je vais le nettoyer, comment je vais le laver, mais bon je vais le laver à la main, je vais me débrouiller. On a tous le même problème, hein. Moi j'ai le même problème avec les jeans. Voilà. C'est compliqué. Voilà, et du coup, là en 93, la star du Yomiuri Verdi, c'était Miola, Kazuyoshi Miola, qui à l'époque du coup avait 25-26 ans. Et en fait qui était le meilleur joueur japonais à l'époque, et il a fini la saison MVP, meilleur buteur et tout. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce joueur, né en 1967, est toujours joueur de foot professionnel, et qu'en fait, du coup, c'est le plus vieux joueur de foot au monde. Et là, il a 55-56 ans. Et il joue encore. Et là, il joue encore. Et en fait, en début d'année, il a signé un contrat dans une équipe de Détroit portugaise, je crois. D'accord. Voilà, mais sinon il a fait la plupart de sa carrière au Japon, mais en fait il a commencé, c'est-à-dire qu'il est parti au Brésil pour se former, et ensuite en 91 je crois, il est allé au Japon, donc, du coup pour intégrer les Yomiuri, à l'époque ça s'appelait pas les Verdi, parce que c'était juste avant la J-League, ça devait être les Yomiuri FC, un truc comme ça. Ensuite du coup il a rejoint Yomiuri Verdi en 91, et il y a joué jusqu'en fin 94 je crois, ou mi-95, je sais plus. Et là en fait il a rejoint le Genoa pour une saison. Ça s'est très mal passé malgré un début de saison qui était pas mal, mais en fait entre temps ils ont changé d'entraîneur, et du coup le nouvel entraîneur comptait pas du tout sur lui. Ensuite il a joué je crois au Dynamo Zagreb,
un truc comme ça, mais ça s'est pas super bien passé. Il est retourné au Yomiuri Liverdi, genre 6 mois ou un an, un truc comme ça. Puis après, il a joué, je sais plus trop, je crois qu'il a joué au Yokohama FC, mais enfin, voilà quoi. Et ce mec-là, c'est vraiment voilà, c'est vraiment c'est ton joueur, quoi. C'est mon joueur. Il est considéré le plus grand joueur japonais de tous les temps, même si bon, il y a peut-être des stars ensuite comme Nakata, etc. Et en fait, je sais pas si on voit sur l'écran, mais c'est le maillot numéro 8 que j'ai. Et en fait, le numéro 8, c'est le maillot de Kitazawa. Kitazawa qui était un peu le binôme de Miura. Voilà. Super. Merci beaucoup, tu es une vraie bible en tout cas pour toutes les cartes japonaises et même foot japonais. Donc merci beaucoup. Écoute, merci à toi pour l'invitation.